On avance à l'autre nouvelle qui est tombée cette semaine, qui a fait pas mal de personnes jaser. Tu sais, ça fait la une des journaux, évidemment. C'est les thèmes principaux de discussion aux radios, aux nouvelles. C'est le fameux rapport de David Johnston qu'on attendait tous. David Johnston, je vous rappelle pour ceux qui l'auraient peut-être manqué, un ancien gouverneur général qui a été mandaté par Justin Trudeau de regarder dans toute cette question-là d'ingérence chinoise et d'évaluer si oui ou non il serait nécessaire d'avoir une enquête publique indépendante. Et M. Johnston, il a déposé son rapport mardi. Est-ce que tu es surpris que M. Johnston... Puis là, je veux pas que les gens nous associent aux conservateurs ou les lignes conservatrices qui ont sorti ou whatever, mais les faits sont les faits. Ils ont une relation très amicale avec Justin Trudeau. David Johnston a déjà servi comme administrateur à la Fondation Trudeau, où tout ce scandale-là a commencé avec ce don de 140 000 quelques dollars à la Fondation. Tout a commencé par là. Puis là, le jour où Justin Trudeau a dit ça va être David Johnston qui va nous faire une petite analyse, un petit rapport pour nous guider. Moi, honnêtement, Salim, j'ai pas pensé qu'il y a une personne qui a cru que cette nomination-là n'était pas un peu problématique ou qui n'avait pas au moins une apparence de conflit d'intérêts. Mais en fait, tu viens de résumer l'histoire parfaitement parce que, tu vois, le problème de ce rapport-là qui dit que c'est pas nécessaire d'avoir une enquête publique sur l'ingérence étrangère au Canada, eh bien, s'il y a des gens qui ont un doute sur ce rapport-là, c'est pas par rapport à la véracité de ce qu'il comporte, mais par le fait qu'il soit qu'il ait été dirigé par David Johnston, qui est sans doute une personne d'une grande intégrité. J'ai absolument pas de doute là-dessus, puis je pense pas que quelqu'un remette en doute son intégrité. Puis il faut qu'on soit en mesure de distinguer les deux. Exactement. Mais que cette apparence de conflit d'intérêts fait en sorte que la croyance c'est-à-dire le fait de croire ou non dans ce rapport-là est entaché par ça. C'est-à-dire qu'il y a personne qui est allé voir le rapport et s'est dit « Ah, OK, moi je pense que le rapport a été mal fait, les étapes comment dire, pas de l'enquête là, mais du processus ont été mal faits, par conséquent ce rapport vaut rien. » Il n'y a personne qui dit ça. Les gens ont juste fait 1 + 1 = 2 en se disant il y avait apparence de conflit d'intérêts, on n'est pas surpris du résultat. Ce qui est peut-être dommage, parce que peut-être que le travail qui est fait ou qui a été fait par Johnston a été très bien fait, et puis peut-être que ce qu'il contient permet effectivement d'en arriver à cette conclusion-là. Je te dis pas que je suis d'accord avec. Moi, tu sais, je me suis déjà exprimé là-dessus. Je pense que ça en aurait pris une, mais au-delà de ce que je pense, parce que j'ai pas la vérité infuse non plus, hein, tu sais, mais au-delà de ce que je pense, c'est que là, c'est même pas le contenu du rapport, c'est toujours cette espèce de nuage gris de est-ce qu'on peut le croire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché quelque part? C'est ça, est-ce qu'il y a anguille sous roche? Mais pour les gens qui ont manqué l'annonce, là, dans le fond, David Johnston, il a dit qu'il pense que c'est pas nécessaire d'avoir une enquête publique parce qu'il y a trop d'éléments privés. On a déjà vu des enquêtes publiques avec des éléments privés, sauf qu'ils ne sont pas diffusés, exactement, c'est à huis clos. Donc, lui, il recommande plutôt des consultations publiques où on peut inviter différents gens, différentes personnes de communautés affectées, je sais pas trop quoi, là, ou comment que ça va procéder. Mais moi, j'ai sorti quelques éléments là, de son annonce, là, de son rapport. Il dit que les raisons, dans le fond, qui ont conduit à sa conclusion qu'une enquête publique n'est pas nécessaire.
Mais il dit par contre qu'il y a un problème avec le partage d'informations avec l'intelligence et le politique, là, tu sais, le bureau politique. OK. Merci. On le sait, tu sais. Ce qui m'a dérangé beaucoup, c'est qu'il a accusé les médias. Il a accusé les médias de partager des informations fausses. Comment tu sais que ces informations-là sont fausses? Est-ce qu'on peut savoir, comme tu as dit, c'est quoi le processus que tu as suivi, qui t'a permis de dire que les informations que les médias ont, qui leur a permis de sortir avec ces informations-là, d'après moi, ils ont fait une job exceptionnelle, puis on l'a déjà discuté dans d'autres épisodes où je doute franchement que des médias sérieux comme le Globe and Mail et je pense que c'est Global News n'aient pas vérifié ces informations-là avant de sortir au risque d'être poursuivis, tu comprends? Donc, c'est quand même sérieux. Donc, c'est ça. Il accuse les médias de propager des informations fausses et de nous entraîner dans toute cette discussion qui, pour lui, est peut-être inutile. Il pense qu'il n'y a aucune intelligence qui confirme que les dons qui ont été envoyés par les personnes chinoises ont été envoyés à des candidats durant l'élection de 2019. Encore là, est-ce qu'on peut savoir comment tu conclus à ça? Il pense qu'il y a très peu pour appuyer les propos de Erin O'Toole, l'ancien chef des conservateurs, que certains candidats auraient perdu leur élection à cause de cette ingérence-là. Donc, lui, il pense qu'il n'y a rien qui vérifie cela. Et, en plus, le point final, il dit que Han Dong, ce député libéral qui a été exclu du caucus, n'a pas demandé au consulat de la Chine de prolonger la détention des deux Michael. On avait discuté de ça d'ailleurs dans d'autres épisodes. Donc lui, il se penche sur cette question d'ingérence de façon très respectueuse, tu sais, pas de façon trumpesque, là, c'est le fake news. Croyez pas à eux autres, là. Il n'y a rien de ça qui se passe ici. L'autre personne qu'on a exclue, que d'après moi, devrait avoir une vraie enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a juste David Johnson qui l'a blanchi. T'es qui, toi? Je suis désolé, mais je pense pas que ça devrait fonctionner de cette façon-là. Donc là, il y a une discussion de ramener Han Dong, de le réintégrer dans le caucus. Est-ce que c'est assez, le rapport de David Johnston, pour conclure que, Han Dong, bravo, David Johnston t'a clairé, reviens. Je suis pas trop sûr que ça devrait fonctionner comme ça. Donc, moi, je pense qu'il y a des questions qui restent sur la table. Encore, la plus grande question pour moi, c'est comme tu as dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a suivi un processus détaillé? Parce que ça a pris juste quelques semaines. C'est pas comme un rapport sur lequel il s'est penché pendant des mois à faire des recherches, puis je sais pas trop quoi. Là, ça fait juste quelques semaines. Donc, le gars s'est quand même sorti assez rapidement. Est-ce que c'est juste quelque chose pour qu'il dissocie son nom avec la Fondation Trudeau, puis peut-être avec quelque chose qui l'implique? On sait pas. C'est hypothétique, mais cette perception-là demeure toujours. Et là, les autres questions que j'ai, c'est qu'est-ce que va faire maintenant l'opposition? Tous les groupes d'opposition à Ottawa ont sorti contre, ils ont été assez clairs qu'ils ne sont pas contents avec ce rapport-là et qu'ils vont continuer la job et ils vont continuer à pousser pour une enquête publique. Est-ce que la balle est encore une fois dans le camp du NPD? Parce que c'est vraiment eux qui peuvent pencher la balance. Et dernièrement, est-ce que ce sujet-là peut nous amener vers un vote de confiance? Est-ce que vraiment un vote de confiance peut sortir d'une question de ce problème-là? Déjà, sur cette dernière question-là, il n'y aura de vote de confiance que si le NPD aussi est prêt à renverser le gouvernement. Mais c'est pour ça que je te dis, la balle, est-ce qu'elle est encore dans le camp de... Le NPD, dans son entente avec le Parti libéral du Canada, qui est au gouvernement, c'était qu'il lui donnait sa confiance dans tous les votes de confiance jusqu'en juin 2025. Donc, donc des élections qui auraient lieu quelque part à l'automne 2025. Écoute, il y a beaucoup de questions, puis honnêtement, je ne sais pas si on a les réponses ou on peut avoir les réponses. Mais par contre, les questions sont
que tu poses sont extrêmement légitimes. Et en même temps que tu étais en train d'en parler, ça m'a fait réfléchir. Tu sais. Quelle est la raison pour laquelle un gouvernement met en place une enquête publique? Généralement, tu mets une enquête publique parce que tu cherches à regagner la confiance du public, des citoyens, des électeurs, etc., par rapport à quelque chose qui se passe dans la société. Tu sais, il y a eu une commission, par exemple au Québec, il y a eu une commission d'enquête sur le crime organisé dans les années 70, il y a eu une commission d'enquête sur la nomination des juges, il y a eu une commission d'enquête sur la construction, parce qu'à chaque fois, il y avait eu un doute qui s'installait dans la tête de la population. C'était important, comme société libérale au sens philosophique du terme, une société basée sur les libertés, de nous assurer que la confiance du public est là, envers les institutions, envers... Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que... Regarde, on oublie un instant, là, tu sais. Moi, là, moi, de nature, déjà, là, j'aime ça donner le bénéfice du doute. Je donne le bénéfice du doute à Johnston. Je donne le bénéfice du doute aux gens qui l'ont entouré dans son processus et dans la rédaction de son rapport. Puis je peux même partir du principe que tout est kosher, puis tout est bon, puis que n'importe quelle autre personne qu'on aurait chargé de faire ça l'aurait fait de la même manière. OK? Il reste qu'il y a un doute dans la population. Dans la tête des gens, il y a un doute. Il y a le doute there is something fishy. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a de l'ingérence étrangère, peut-être chinoise. Il y a aussi russe. Je sais pas, là, tu sais. La question, elle est là. C'est comment tu regagnes cette confiance. Est-ce que tu regagnes cette confiance simplement en disant « Hey, j'ai nommé quelqu'un, il est arrivé avec un rapport, puis son rapport, il y a 2-3 recommandations, dont une meilleure communication entre les services de renseignement puis le bureau du premier ministre. » Et il recommande de ne pas faire d'enquête. Je ne pense pas que ça réponde à la préoccupation de la population par rapport à l'ingérence étrangère. Ouais. Et c'est là où, à mon avis, il va falloir que le gouvernement trouve une façon, puisque visiblement, ça ne sera pas une commission d'enquête, une enquête publique en tout cas. Il va falloir que le gouvernement trouve une façon de rebâtir cette confiance-là par rapport à ça, parce que sinon, aux prochaines élections, moi, je pense qu'il y en a certains qui vont s'amuser sur ça. Là. Tu parlais des conservateurs tantôt, etc. Là, ils vont s'amuser là-dessus. Là. Puis, en plus de ça, non seulement l'ingérence étrangère, juste à y penser, les gens se disent, ben là, voyons donc comment ça que des pays étrangers viennent s'ingérer dans nos affaires internes. Mais en plus, les conservateurs arrivent à faire le lien entre eux et un maillon faible qui s'appellerait Justin Trudeau, à cause du nom, à cause de la fondation qui porte le nom, à cause du fait qu'il serait proche de la Chine, puis qu'il a plein de petits amis. Puis tu sais, dans la tête des gens, ça devient « Ah, mais là ça marche plus. » Il y a une perte de confiance qui se fait. Là, alors, mon avis, il y a quelques mois, peut-être une année avant la prochaine élection, je dis peut-être une année parce que je ne pense pas que l'entente avec le NPD va durer jusqu'au bout, mais on ne sait jamais. Mais admettons que c'est dans les prochains mois ou dans la prochaine année que va avoir lieu une élection fédérale. Et ben, si le gouvernement n'arrive pas à rassurer la population, ça va être une épine dans le pied.